Donc effectivement, 757 000 manifestants selon la police aujourd'hui. Donc oui, effectivement, ça perd un peu de son souffle par rapport aux deux précédentes journées. C'est compliqué, une troisième journée de mobilisation. C'était bon enfant, c'est passé juste devant le Figaro, donc, du coup nous avons un petit peu quelques heures à la fin, à Bastille. C'est rien par rapport à ce qu'on a fait. Eux disent, il y avait évidemment, la CGT dit, il y avait autant de monde que la dernière fois, c'est un petit peu difficile quand on est dans les cortèges de se rendre compte. Troisième jour compliqué de mobiliser les gens une troisième journée, de les faire poser des jours de grève et donc de retenue sur salaire une troisième journée. Alors il y a effectivement cette journée de samedi qui est prévue, qui est une journée que voulait la CFDT, à laquelle le syndicat réformiste tenait, pour faire manifester les familles, ceux qui ne peuvent pas manifester en semaine ou en temps normal. Ça va être un peu un test, parce que tout le monde capitalise sur cette journée de samedi. Qui tombe pendant les vacances. C'est un petit peu difficile d'anticiper ce qui va se passer, en tout cas en termes de présence. Il y en a un qui anticipe, son rôle, c'est Philippe Martinez de la CGT. Il est dans son rôle. Écoutez-le, il n'était pas loin du Figaro, mais je ne pense pas que c'était parce qu'il n'était pas loin du Figaro, il était à Opéra au début de la manifestation. Si le gouvernement continue à s'entêter malgré les mobilisations, oui, je l'ai toujours dit, il faudra passer à la vitesse supérieure avec des actions plus marquées, plus longues dans le temps. Il n'y a pas de blocage, il y a des grèves. Voilà, quand, je ne vais pas vous le répéter 105 fois, quand personne travaille dans une entreprise, vous appelez ça des blocages. Moi, j'appelle ça un arrêt de l'activité parce qu'il n'y a personne pour bosser. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, eh bien forcément, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. Il y a des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Marie Bizot, donc montée d'un cran. Lui, il en rêve. Il en rêve depuis le début. Il a les moyens. L'intersyndicale, pour l'instant, est sur une ligne soft. Lui, il rêve du coup d'après, c'est-à-dire la grosse mobilisation, effectivement, à venir, qui permettent des actions plus fortes, des grèves reconductibles. Un blocage du pays, malgré un blocage du pays, ce contre quoi lutte la CFDT. Il le dit, Laurent Berger, nous, on ne veut pas emmerder les Français, on ne veut pas bloquer le pays. Et c'est un peu en ça que la manifestation de samedi est déterminante. L'intersyndicale qui va se dérouler dans la foulée du samedi soir va montrer si on continue sur cette ligne, la ligne CFDT finalement, qui est cette ligne où on organise des journées, on maîtrise les manifestations, ou si on rentre dans cette ligne dure dont parle Philippe Martinez, et là on passe dans autre chose. Réellement, on passe dans autre chose. Et il y a un autre risque qui est cette radicalisation de la rue en dehors des mouvements syndicaux. Alors c'est aussi... Ça, ils le craignent depuis le début, se faire déborder par leur base, c'est-à-dire des mouvements et des événements isolés par effectivement des groupes plus radicaux que... Style Gilets jaunes, Style Gilets jaunes, ou même fédérations dont ils n'auraient plus la maîtrise. Ça peut venir d'un peu partout. Voilà, des coupures intempestives d'électricité qui ne sont pas souhaitables et qui ne sont pas souhaitées par les syndicats. Enfin, vous voyez, des mouvements un peu... agressif. Bon. On n'y est pas Ils encore. n'en veulent pas. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Il y a un autre, là je tourne le regard vers vous, Anne-Charlène Bézina, mais c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a eu des rumeurs laissant entendre que Laurent Fabius avait averti un peu le gouvernement en disant « mais attention, c'est quoi cette procédure ? Est-ce que tout ça rentre bien dans les clous du Conseil constitutionnel ?» Évidemment, à Matignon, on nous dit « mais si, le secrétariat général du gouvernement, le Conseil d'État nous a dit ça passe ». Qu'est-ce que vous, constitutionnalistes, vous pouvez nous dire sur la constitutionnalité de cette réforme et de cette procédure. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on va attendre de la décision du Conseil constitutionnel, et une première, c'est en effet la procédure en tant que telle qui a été suivie, et
je la prends vraiment dans un sens large, c'est-à-dire, déjà, pouvait-on véritablement considérer qu'une réforme des retraites était justiciable d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale? Bon, dès lors que vous avez quand même cet argument de changement profond de l'équilibre de la sécurité sociale, ça peut peut-être se justifier in extenso, mais bon, voilà, il y a quand même un débat là-dessus qui devra être tranché et qui évidemment fera l'objet des arguments de l'opposition. Dans la procédure, il y a aussi la tenue de cette procédure. Donc, il y a eu plusieurs rappels au règlement. On verra aussi si un 49.3 venait à sécuriser le vote. On verra aussi si le 20e jour, à minuit, on a dépassé 2 heures. Voilà, il y a plein de choses qu'on va devoir vérifier dans le déroulement de la procédure, et cela jusqu'à la fin, la CMP, etc. Tout ça fera évidemment l'objet des critiques de l'opposition et fera donc l'objet de la décision du Conseil. Donc, la procédure, c'est le premier point. Mais le deuxième, auquel j'ai l'impression que le gouvernement pense peu, c'est l'objet. Et c'est pourtant là-dessus que le Conseil constitutionnel est le plus scrupuleux, le plus dur, avec les budgets chaque année, budgets initiaux, mais aussi budget de la sécurité sociale, même quand ils sont rectificatifs, c'est qu'il y a un objet très clair, c'est de ne pas déstabiliser l'équilibre de la sécurité sociale pour l'année. La clause de revoyure, par exemple, elle ne s'inscrit pas du tout dans une déstabilisation du budget de cette année. Donc pourquoi vient-elle agrémenter un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale? Par exemple, l'index senior, le Conseil d'État, déjà, au préalable dans son avis, a dit on est très borderline, mais peut-être que les sanctions viendront alimenter la CADES et qu'on pourra donc sauver le dispositif. On l'étend, ce dispositif, on le rend sanctionnateur, on va y ajouter des mesures en faveur de l'égalité des hommes et des femmes. Toutes ces choses-là ne font pas partie de ce qu'initialement est un budget de la sécurité sociale et qui plus est rectificatif. Donc il y a, à mon avis, une grosse question d'objet qui va évidemment se poser. Et puis, troisième point, le Conseil constitutionnel peut tout à fait aussi se pencher sur les mesures de fond. Alors, bon, la question de la justice sociale, évidemment, elle est tellement politique et tellement subjective que je pense que c'est une des grandes erreurs, d'ailleurs, du gouvernement d'avoir considéré que le thème de la justice allait être fédérateur. En droit constitutionnel, on sait très bien que les termes de justice sociale, de justice fiscale ou de justice constitutionnelle sont des éléments qui, de toute façon, n'impriment pas du tout dans le débat, puisque chacun en a sa propre définition. Et vous prenez l'histoire de nos idées politiques, on se rend bien compte que personne n'en a la même idée. Mais, par exemple, le principe constitutionnel de solidarité, qui est celui qui fonde le régime de la sécurité sociale et donc le régime des retraites, est-ce qu'il va être mobilisé par l'opposition? Est-ce que le Conseil constitutionnel dira quelque chose sur la manière dont le système par répartition est peut-être garanti constitutionnellement ou pas? Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on devra surveiller là-dessus et pas forcément une garantie très claire pour le gouvernement d'en sortir vainqueur. Le Conseil constitutionnel peut censurer quelques dispositions, sans censurer l'ensemble de la loi. C'est même très rare qu'il ait censuré l'ensemble d'une loi, et c'est généralement plutôt pour des motifs procéduraux. Ça nous est arrivé une fois pour une loi sur le logement, où en fait il n'y avait pas eu respect du droit de priorité de la bonne assemblée. Mais franchement, sans cela, c'est évidemment souvent des censures, parfois majeures. Ça peut être une centaine d'articles, mais c'est seulement des dispositions pour que le reste soit sauvé. Guillaume Tabar. Et juste sur ce point, que t'en fais un peu la genèse de ce projet de loi, on sait qu'au tout début, il y avait une des hypothèses qui avait été évoquée, même plutôt soutenue par Emmanuel Macron, qui était de faire voter cette réforme dès le projet de loi de budget de financement de la Sécurité par amendement. Octobre. Bon, par amendement, et comme ça, c'était fait. Et à l'époque, tout le monde disait, enfin, le gouvernement lui-même disait, dans le PLFSS, on met les 64 ans ou 65 ans, ce qui était prévu, et il faudra un autre texte pour mettre les autres dispositions, qui sont toutes celles que vous venez d'énumérer. Ce qu'on appelle les mesures complémentaires, d'ailleurs, dans une réforme des retraites, et qui font l'équilibre. Oui, et voilà. Et il serait aussi, enfin, ce soir on parle beaucoup de paradoxes, mais il n'y en a rien de plus, c'est que l'opposition... Enfin, le Conseil constitutionnel n'aurait pas de raison d'invalider la mesure d'âge en tant que telle. Bon. Et il pourrait invalider précisément les mesures adoucissantes ou complémentaires réclamées par les oppositions. Donc il serait assez paradoxal que l'opposition se réjouisse d'une censure qui concernerait les aspects qui Sachant que vont l'opposition dans leur sens. a saisi le Conseil constitutionnel, mais que ça se retourne contre lui. Alors il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander d'être bref, alors que pourtant il faut se projeter. 30 secondes chacun. Vous avez 30 secondes. Non, mais là, pour le coup, tous les deux sur que peut faire Emmanuel Macron au lendemain, la décision du Conseil constitutionnel qui valide le texte. Il réfléchit déjà à l'après. Vous l'avez vu. Oui. Il se projette. Non seulement il se projette, et je trouve que c'est intéressant aussi, dans la séquence où nous sommes, Emmanuel Macron lui-même n'est pas que
que sur les retraites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait? Il déjeunait avec Nicolas Sarkozy. Vendredi, pour parler de la réforme des institutions, précisément. Vendredi, il avait vu François Hollande. Il réfléchit aussi aux réformes qui touchent l'école, le lycée professionnel, etc. Il prépare la loi immigration. Bon. Et je pense que ce qu'il veut montrer, c'est que c'est une réforme certes importante, majeure, centrale, décisive, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas le tout de l'action gouvernementale et pas le tout de l'action présidentielle. Donc je pense qu'il aura à cœur, dès ce texte voté et passé, de très vite lancer d'autres étapes. D'abord parce que le pays aura besoin aussi de passer à autre chose et pour ne pas être enfermé. Et ça, surtout lorsqu'il y a un point de fixation, il est toujours bon, je pense, pour un gouvernement de ne pas être prisonnier d'une thématique unique. Il faut toujours plusieurs fers au feu pour, lorsque ça coince d'un côté, on avance sur autre chose, et ainsi de suite. Il vous reste 30 secondes. Le gouvernement, enfin, il y avait des bruits circulant disant, après la réforme de 7 des retraites, dissolution. Comme ça, on remet les compteurs à zéro. Les députés que vous rencontrez, ils en ont peur ou alors ils disent non, mais on ne nous fait pas le coup. La dissolution, ça commence à agacer tout le monde parce que ça revient toutes les 3 semaines. C'est des petits coups de pression répétés du palais la plupart du temps, soit aux députés de la majorité qui voudraient un petit peu jouer les apprentis frondeurs, soit aux députés LR qui voudraient ne pas voter comme il faudrait. Donc tout le monde commence à ne plus trop prendre ça au sérieux et regarde ça avec beaucoup de distance.